cet après-midi, nous avons le 4e Focus Pays sur le thème « Promouvoir les champions nationaux dans la zone UEMOA, modalités et contributions à la croissance ». Les 2 pays phares pour ce Focus Pays sont le Mali et le Niger. Et ce panel va être modéré par M. Babacar Ning, directeur exécutif en charge des investissements chez FONSIS. Je vous prie de lui faire un accueil chaleureux. Mesdames et messieurs, bonjour. Après cet exercice fort intéressant de danse, on va passer à un panel peut-être qui est moins ludique, mais tout aussi intéressant et qui va faire travailler notre cerveau autant que la danse. Alors, mon travail cet après-midi, pendant 90 minutes, c'est de modérer ce panel sur les champions nationaux. Quand on parle de champions nationaux en Afrique, ça peut paraître utopique, parce qu'on dit encore les grands mots, ou bien c'est théorique, alors que c'est des choses aujourd'hui qu'on voit sur le continent. Et dans le contexte actuel du continent africain, c'est une question qui est éminemment stratégique et que nous devons, nous, en tant que aussi bien acteurs publics, acteurs privés, même la société civile, voir comment apporter notre contribution. Tous les pays africains aujourd'hui ambitionnent l'émergence. Or, l'émergence dans un pays requiert d'avoir une colonne vertébrale économique forte et ça requiert d'avoir des champions nationaux qui sont forts, qui sont capables de créer des effets d'entraînement dans le pays, d'organiser l'économie du pays, mais surtout de tenir la compétition des sociétés étrangères qui de plus en plus ont de l'appétit, ont de l'intérêt pour l'Afrique. C'est un thème également qui est éminemment stratégique parce que quand on parle de champions nationaux, on pense immédiatement à ces grandes sociétés qui sont dominantes dans leur secteur, qui ont un savoir-faire avéré, qui créent beaucoup d'emplois, qui ont un impact sur le PIB important, mais également parfois qui en fait même ont des velléités à aller à l'étranger et aussi qui ont des effets d'entraînement avec tout un tissu de PME et PME qu'ils font vivre, qu'ils font nourrir et qu'ils font croître. Pour pouvoir traiter ce thème, nous avons 2 délégations, donc la délégation du Mali et du Niger, qui vont nous permettre en fait d'approfondir les échanges, d'enrichir le retour d'expérience, mais également de pouvoir répondre à des questions du public. Donc sans plus tarder, je vais les inviter à se joindre à nous sur le podium avant de continuer de dérouler la session. Donc nous avons au niveau de la délégation du Mali, M. Moustapha Doumbia, que j'invite à se joindre à nous, directeur national adjoint du Trésor. Nous avons M. Moussa Traoré, chef de section du suivi des marchés au Trésor, au Mali. Nous avons M. Siaka Samake, chef de division Banque et Finances au niveau du Trésor au Mali. Pour la délégation du Niger, nous avons M. Mama Issa Bilyaminou, directeur de la dette publique au Trésor. Nous avons M. Ekade Bilyamini, directeur des études et de la statistique au Trésor. Et nous avons Mme Fatih Moussa, chef de service marché financier et modalités d'emprunt intérieur. Alors, pour ces 90 minutes de panel, nous allons avoir 3 temps. D'abord, on aura des présentations pays qui vont nous permettre d'avoir un aperçu sur la dynamique économique dans chacun de ces pays, mais également sur les initiatives et les innovations qui sont en train d'être expérimentées pour pouvoir promouvoir des champions nationaux. Nous allons avoir dans un deuxième temps un panel qui va nous permettre en fait de pouvoir interagir sur des questions, approfondir peut-être quelques pistes de réflexion qu'ils auront évoquées lors de leur présentation. Et dans un troisième temps, nous aurons en fait une session de Q&A, échange avec le public, pour vous permettre également de prendre la balle au rebond et de pouvoir inviter nos éminents panélistes à pouvoir approfondir ou répondre à des questions qui n'ont pas été traitées tant pendant le panel ou pendant les présentations. Avant de commencer les présentations pays, on m'a également chargé de vous présenter brièvement ce que fait le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, le FONSIS. Mais avant la présentation du FONSIS, je voudrais commencer par un quiz à la salle.
Aujourd'hui, en Afrique, selon vous, il y a combien d'entreprises africaines qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 1 milliard de dollars? Combien pensent qu'il y en a? 50? Vous levez la main, s'il vous plaît. Je vais refaire juste rapidement des statistiques. Plus de 50 entreprises africaines qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Bon, on a 6 mains qui se sont levées. 7. Bon, une dizaine. Combien pensent qu'il y en a? 100. On a 3 mains. Combien pensent qu'il y en a? 150. On a une main. On est à peu près peut-être 150 personnes. On a une main, donc moins de 1%. Vous savez quel est le chiffre exact? En 2018, McKinsey a fait une enquête là-dessus. Il y en a 438. 438 entreprises africaines ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. C'est pour dire que la question des champions nationaux, ce n'est pas de l'utopie. C'est quelque chose qui est à portée de main. Il est clair que des pays se sont engagés. Et sur les 10 ans à venir, clairement, il y aura de plus en plus de champions africains et sans doute peut-être même qui vont absorber ou bien se développer à l'international. C'est la raison pour laquelle notre thème de ce jour est intéressant. C'est un thème d'actualité et j'espère qu'à l'issue de ce panel, nous serons tous des ambassadeurs de ces champions africains, tous autant que nous sommes, dans nos entreprises, dans nos gouvernements ou bien dans nos rôles dans la société civile. Alors, pour présenter brièvement le Fonds 6. Le Fonds 6 est le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal. Le Fonds 6 a été créé en 2012 par une loi, mais en fait, il est important de souligner le contexte dans lequel ça a été créé. Il y a eu un constat qui a été fait, qui a été accepté, consistant à dire que l'argent public n'est pas suffisant pour financer le développement économique d'un pays. On a un besoin impératif et critique d'attirer massivement des capitaux privés, aussi bien privés nationaux que privés internationaux. Et c'est dans ce contexte que le Fonds a été créé, et ça a également correspondu au lancement du plan Sénégal émergent. Donc la mission du Fonds 6, la mission principale, c'est d'être un catalyseur pour attirer massivement de l'investissement privé dans les secteurs stratégiques de l'économie. Comment on opère pour cela? 3 grandes activités. La première, c'est le co-investissement et le co-développement de projets. Donc, dans les grands projets privés ou les projets PPP, nous co-investissons avec des privés, nationaux ou étrangers, du moment où le projet a un impact avéré sur les secteurs stratégiques. Et nous prenons du risque pour pouvoir rassurer les investisseurs, pour co-investir à nos côtés, en essayant en fait de pouvoir gérer tous les aspects liés à des contraintes légales et réglementaires, des contraintes administratives. Et aujourd'hui, on a un effet de levier de 10. Pour chaque franc que nous investissons, nous arrivons à lever 9 francs du secteur privé pour réaliser des projets. Deuxième activité, c'est l'investissement en capital dans les PMI-PME à fort potentiel de croissance. Nous mettons en place des sous-fonds d'investissement, on les appelle sous-fonds parce que c'est dans Fonds 6, qui sont des fonds thématiques ou sectoriels et qui vont cibler des PMI-PME qui ont un fort potentiel de développement pour injecter du capital pour accélérer leur croissance. Troisième activité, c'est la restructuration d'entreprises. Quand des sociétés jugées stratégiques rencontrent des difficultés et que leur faillite peut avoir des effets négatifs sur tout un pan de l'économie, nous pouvons être invités à recapitaliser la société avec des investisseurs privés, toujours, et à la gérer comme une société privée, avec des exigences de rentabilité et de performance. Et si je fais maintenant un focus sur les actions du Fonds 6 en lien avec le thème de cet après-midi, la promotion des champions nationaux, nous avons 2 grandes actions. La première, c'est la mise en place de ces fonds d'investissement thématiques ou sectoriels qui visent les PMI-PME. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un constat. Quand vous posez la question aux PMI-PME, quelle est la principale barrière en fait, par rapport à leur développement? Très souvent, ce qu'ils disent, c'est la difficulté d'accès au financement. Et ces fonds d'investissement thématiques que nous mettons en place, vu que ça investit en capital, ça permet d'être un moyen de financement complémentaire au financement bancaire et qui permet finalement à ces PME de pouvoir avoir du capital long terme pour financer le développement. C'est quoi investir en capital dans une société? Ça veut dire financer une société sans avoir une garantie et sans avoir de taux d'intérêt. Et vous n'êtes rémunéré que s'il y a une performance financière. S'il n'y a pas de performance financière, vous n'êtes pas rémunéré. Et donc, du coup, ça apporte 4 choses aux entreprises. 1, du capital long, à long terme, parce qu'en fait, on investit sur un horizon de 7 à 8 ans, parfois plus, selon les sociétés. Deuxièmement, un partage des risques, parce que finalement, la société ne rembourse que si et seulement si le business plan a été exécuté correctement. Sinon, on est 2 à partager les pertes. Et si ça se passe bien,
on est deux à partager les profits. Troisième chose que ça apporte, c'est un support en matière de gouvernance. Quand vous investissez dans une société et que vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de taux d'intérêt, d'échéance fixe de remboursement, vous êtes obligé de vous assurer que la gouvernance de la société elle est robuste et elle est transparente. Une gouvernance d'entreprise solide est un gage de succès. Et s'il n'y en a pas, on accompagne le promoteur pour pouvoir mettre en place cette gouvernance solide et robuste à travers une répartition claire des rôles et responsabilités entre le conseil d'administration, avec les administrateurs d'une part, et la direction générale qui a le contrôle opérationnel de la société. Quatrième et dernier élément que ça apporte aux sociétés, ça augmente leur attractivité par rapport au secteur bancaire. Parce que quand une PME reçoit les investissements d'un fonds en capital, ça renforce ses fonds propres. Deuxièmement, c'est un signal fort parce que ça montre qu'il y a des professionnels de l'investissement qui croient en la société et qui prennent du risque parce qu'ils parient sur l'avenir de la société. Et troisièmement, ça donne plus d'appétit aux banques parce que finalement, quand il y a des difficultés, la dette bancaire, le remboursement de la dette bancaire est prioritaire sur le remboursement de l'investissement en capital. Et donc finalement, ces PME qui arrivent à recevoir des fonds d'investissement dans leur capital se retrouvent en fait bonifiés en termes de gouvernance, en termes d'attractivité par rapport au secteur bancaire, mais également en termes de renforcement de leurs fonds propres. À titre d'illustration, en 2015, le Fonds 6 a mis en place un fonds dédié aux PME qui s'appelle Teranga Capital, en collaboration, qu'on a cofinancé avec un fonds d'investissement français qui s'appelle IEP, ainsi que la Sonatel, qui a co-investi avec nous, plus des assureurs et des sociétés locales. C'est un fonds qui avait démarré à 4 milliards. En 2019, nous avons mis en place un fonds qui s'appelle le WeFund, Women Empowerment Fund. C'est un fonds qui est dédié aux entreprises, aux projets qui ont un impact sur l'autonomisation économique des femmes. Ça a démarré avec 1 milliard en 2019. Fonds 6 et UNCDF l'ont cofinancé. Et en 2022, la Banque africaine de développement nous a rejoints et la taille du fonds a été portée à 10 milliards. Et aujourd'hui, voilà, le fonds, cette année, justement, le fonds va démarrer sa phase avec les 10 milliards. On a également cette année, on a un nouveau fonds qui doit démarrer, qui s'appelle Oyas Capital, qui fait 50 milliards, qui est dédié aux PME, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui existent déjà depuis au moins 3 ans et qui ont besoin de capital pour croître ou pour leur expansion. Parce que l'idée de ce fonds, c'est de financer les futurs champions de l'économie. Les 2 tiers des 50 milliards sont déjà sécurisés avec les apports du Fonds 6 de la coopération allemande, la KfW et la Banque mondiale. Et nous sommes encore en roadshow, donc j'en parle pour les investisseurs qui pourraient être intéressés, pour mobiliser le 1 tiers restant afin de démarrer les opérations avant le 3e trimestre de cette année. Dernier exemple, le Fonds commun de placement à risque. C'est un fonds qui a été mis en place en collaboration avec le ministère de l'économie du Sénégal, la CGF Bourse, Impact 6 et la Caisse de dépôt et consignation au Sénégal. C'est un fonds qui est assez particulier parce que l'objectif c'était de mettre en place ce fonds pour collecter de l'épargne publique et injecter cette épargne publique dans des projets PPP ou dans des projets stratégiques du pays pour donner la possibilité à chaque Sénégalais de pouvoir avoir en fait un bout de propriété sur ces grands projets qui transforment le pays. C'est un fonds qui a reçu l'agrément du CREP-MF l'année dernière et qui devrait démarrer dans les prochains mois. Ça, c'est la première action que nous avons pour la promotion des champions nationaux. La deuxième et dernière action que nous avons, c'est le portage d'actions. C'est quoi le portage? Dans la loi PPP au Sénégal, les entreprises sénégalaises ont le droit, le secteur privé national peut acquérir jusqu'à 33% des parts des projets PPP. Par contre, l'expérience a montré que c'est très difficile pour un acteur privé particulier de venir entrer dans un projet PPP et prendre 33% des parts ou ne serait-ce que 5% des parts. Et ce que nous faisons, c'est que lorsque le Fonds 6 investit dans un PPP, parmi les actions que nous détenons, il y a une quote-part que nous cédons au secteur privé national à des tarifs préférentiels pour pouvoir accompagner ce secteur privé national à se positionner dans ces secteurs stratégiques tout en les épargnant de la partie complexe de ces projets, qui sont la négociation contractuelle, le closing financier, la phase projet de mise en œuvre. Et en faisant cela, finalement, ça permet de pouvoir progressivement amener en fait ces capitaux ou cette épargne nationale et le redéployer dans ces projets stratégiques pour que peut-être d'ici 10 ans, qu'on ait formé en fait des investisseurs dans ces secteurs qui pourront maintenant fonctionner d'eux-mêmes sans avoir besoin d'aide ni d'appui quelconque. À titre d'exemple, le BRT, donc Fonds 6 est co-investisseur dans le sud d'exploitation du BRT avec un fonds français qui s'appelle Meridiam.
Sur les parts que nous détenons, il y a en fait une bonne partie qui est réservée au secteur privé national, notamment les sociétés de transport qui ont été impactées négativement par le BRT. Le BRT, c'est le bus rapide transit qui doit démarrer à la fin de l'année. Donc voilà en substance ce que fait le Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal et également les quelques initiatives que nous avons par rapport aux champions nationaux. Mon propos a été très axé sur l'investissement comme un levier de promotion, d'éclosion des champions nationaux, mais il existe plein d'autres leviers sur lesquels le gouvernement s'appuie pour pouvoir créer des champions nationaux, fabriquer des champions nationaux ou bien promouvoir leur éclosion. Et justement, avec les éminents panélistes que nous avons cet après-midi et les présentations que nous allons voir ce qui est en train de se passer dans des pays comme le Mali et le Niger avec des secteurs clés pour leur économie et des innovations majeures qui sont en train d'expérimenter pour ces champions nationaux. Donc sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Moustapha Doumbia pour pouvoir nous faire peut-être d'abord son mot introductif et en suivi de la présentation pays du Mali. M. Doumbia. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, je voudrais passer les salutations cordiales de Monsieur le Directeur national du Trésor et de la comptabilité publique du Mali, empêché, qui aurait voulu être présent à cette assemblée. Au nom de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique et au mien propre, je voudrais remercier les investisseurs qui ont accompagné et j'espère qu'ils continueront à accompagner le financement du développement de notre pays, le Mali. Nos sincères remerciements vont également à UMOA Titre pour son accompagnement permanent, mais aussi pour avoir facilité cette rencontre directe avec les investisseurs. Notre pays fait face à plusieurs défis sécuritaires et surtout politiques dans un environnement mondial très incertain et contraignant. Dans ce contexte particulier, il convient de souligner que l'économie malienne reste une économie solide et résiliente. Les résultats que vous constaterez dans la présentation qui suivra vont témoigner de l'impact et des progrès réalisés pendant cette période qui a été surtout marquée par la pandémie de Covid et aussi surtout par l'embargo en 2022 dont notre pays a été frappé à cause des questions bien évidemment politiques. Je voudrais terminer ces propos introductifs en rassurant les investisseurs, en rappelant que la base de l'accord trouvé avec la CEDEAO et les autorités maliennes est en train, cet accord, il y a eu un accord qui est en train d'être mis en œuvre pour une transition réussie, pour qu'on sorte de cette période difficile et de ces questions politico-institutionnelles au niveau de notre pays. Sur le plan économique, des réformes et des initiatives sont en cours pour justement diversifier notre économie. Enfin, sur le plan sécuritaire, qui est le côté le plus difficile, à mon sens, des efforts importants sont en train d'être déployés pour améliorer significativement la situation. Je ne peux pas terminer ces propos introductifs sans bien évidemment féliciter l'animation et la maestria de l'équipe de facilitation. C'est très impressionnant ce que vous faites. On a pris plaisir à être avec vous pendant ces 3 jours-là. À présent, je vais inviter
M. Traoré de passer à la présentation pour le Mali. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le directeur national adjoint, avec votre autorisation, j'ai l'honneur de présenter le focus pays du Mali qui porte sur la promotion des champions nationaux dans les secteurs porteurs de croissance. La présentation est structurée en 6 points. Premièrement, nous aurons un bref aperçu du Mali. Le deuxième point traite la situation économique récente. Le troisième point abordera les focus pays proprement dit sur les champions nationaux. Le quatrième point traite les perspectives économiques. Le cinquième et le sixième point traitent respectivement les orientations de la stratégie d'endettement et le plan de financement annuel 2023 pour le Mali. En ce qui concerne les brefs aperçus du Mali, il faut noter que le pays a un territoire vaste avec une superficie d'1 241 238 km². La population du Mali est estimée à fin 2021 à 21,4 millions d'habitants. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique avec une production record qui a atteint 773 000 tonnes en 2021. Le Mali est également troisième producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana, avec une production qui a été de 69,46 tonnes en 2021. S'agissant de la qualité des institutions et des politiques publiques qui est évaluée par un indice qu'on appelle le CPI, le Mali a eu en 2021 une note de 3,2. Cette note est supérieure à la moyenne de l'Afrique australe et de l'Ouest qui a été de 3. En ce qui concerne le climat des affaires, le Mali a été classé 27e en Afrique dans le rapport Doing Business de l'année 2020. Pour la notation financière, le Mali est noté par Moody's à l'échelle internationale et par Bloomfield à l'échelle régionale. Avec Moody's, le Mali a une note de CAAD avec perspective stable. Cette note, c'est bien en monnaie locale et en devise. Il convient de noter ici que le Mali disposait d'abord d'une note B3 avec perspective stable. Les changements institutionnels intervenus dans les pays et les sanctions que les autorités du Mali qualifient d'illégales et d'illégitimes infligées par le Mali, par la CEDEAO et l'UEMOA, ont conduit Moody's à dégrader cette note du Mali qui est passée de B3 avec perspective stable à CAD perspective négative. À la levée des sanctions, les autorités du pays ont procédé à l'appurement de l'intégralité de tous les impayés. On a également payé des intérêts de retard pour un montant de plus de 6 milliards. À la suite de ces initiatives entreprises par les autorités du pays, Moody's a changé la perspective de la note qui est passée de négative à stable. Le processus de révision de cette note de Moody's est en cours. Avec Bloomfield, le Mali a une note de 3B à long terme et A3 à court terme avec perspective stable. On a également bouclé la révision de cette note. Les résultats sont attendus dans les prochains jours, comme l'a évoqué le PDG de Bloomfield dans son intervention. La situation économique récente. Sur ce point, il faut noter que malgré la crise sanitaire et la crise sécuritaire, le Mali enregistre une performance assez satisfaisante avec un taux de croissance qui est estimé à 3,7% en 2022, après 3,1% en 2021. Cette croissance est tenue par la performance du secteur primaire qui a enregistré une croissance de 3,1% en 2022. Cette croissance est tirée essentiellement au niveau du primaire par l'agriculture vivrière et par le secteur élevage et pêche. On note également une reprise du secteur secondaire. Sur ce point, on note une performance remarquable du secteur des textiles qui a enregistré une croissance de 8,5% en 2022. Cependant, en raison des sanctions de la CEDEAO, on note un ralentissement du secteur des tertiaires qui a eu un impact sur le commerce. La croissance pour ce secteur est de 4,1% en 2022. L'inflation devrait sortir à 6% à fin 2022, c'est une estimation selon les dernières informations. Et cette inflation
est consécutive au renchérissement des prix des produits alimentaires et énergétiques. C'est dans tout le monde entier. Les impacts de la crise entre l'Ukraine et la Russie et les effets résiduels de la COVID-19. En tout état de cause, des mesures sont prises par les autorités du pays pour réduire le niveau général des prix. En ce qui concerne la gestion des finances publiques qui est vraiment prudente, l'un des points forts de la notation du Mali avec Moody's, c'est la gestion des finances publiques qui est performante et qui est qualifiée par prudente par Moody's. Et à ce titre, malgré l'embargo et les différentes crises qui ont marqué le pays, les recouvrements des recettes ont atteint un montant de 1 600 milliards en 2022, ce qui représente un taux de pression fiscale de 13,8% et contre un taux de 15,5% qu'on a enregistré en 2021. Le déficit budgétaire global est estimé à 7,2% du produit intérieur brut. Les ratios de la dette rapportée au PIB devraient s'établir à 54% à fin 2022. Ce ratio est inférieur à la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%. Le focus pays sur la promotion des champions nationaux dans le secteur minier. Sur ce point, on note que l'or est la principale activité minière du pays. La production d'or est passée de 71 tonnes en 2019 à 21 à 69 tonnes en 2021. Et on note que l'or représente plus de 9% du produit intérieur brut sur la période 2019-2021. Les exportations d'or ont représenté en valeur nominale 1 660 milliards en 2019. Ils ont atteint 2 156 milliards en 2021. Et ici, il faut rappeler que les exportations d'or représentent 80% du montant total en 2021. Le Mali dispose d'un potentiel minier qu'il faut valoriser. Et pour la valorisation, que fait l'État? Nous avons des initiatives qui sont entreprises dans les pays, notamment avec l'adoption d'un nouveau code minier en 2019. Ce nouveau code minier apporte quelques innovations, notamment la réduction de la durée de la convention qui est passée de 30 à 20 ans, la suppression des avantages douaniers et fiscaux dès le démarrage, et il y a eu la création de 2 fonds miniers supplémentaires. Dans l'ancien code de 2012, on avait un seul fonds minier. Il y a eu 2 nouveaux codes, notamment les fonds miniers de développement local. Ces 2 fonds supplémentaires permettent d'impliquer davantage les sociétés minières dans le développement communautaire. Et également, ça permet à ces sociétés d'aider les communautés à faire face aux dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière et artisanale. Le pays a également adopté une politique nationale de développement du secteur minier et pétrolier. Cette politique prévoit la création d'une société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Cette création est désormais chose faite. La société a été créée. Des initiatives sont également en cours pour organiser les secteurs d'orpaillage artisanal à travers notamment l'installation des comptoirs d'achat d'or dans les sites de production artisanaux. Des réformes institutionnelles pour la recherche, l'exploration et le renforcement de la gouvernance sont également en cours dans les pays pour permettre d'organiser davantage ces secteurs. Malgré ces initiatives, on constate qu'il y a des contraintes pour le développement du secteur. Ces contraintes concernent, entre autres, une faible intégration de l'activité minière à l'économie. Et sur ce point, il faut noter que les pays ne disposent pas d'une main-d'œuvre qualifiée permettant de faire face aux besoins des sociétés minières. Les opérateurs économiques nationaux ne sont pas aussi suffisamment impliqués dans l'exploitation des mines industrielles. Ils sont plus sur les petites mines et les mines artisanales. On note une faiblesse de la sous-traitance et de la fourniture locale. Et un élément important qu'il faut signaler ici, l'or qui est transformé sur le plan national est vraiment marginal. Toute la production industrielle est exportée à l'état brut. Seulement une partie
de la production artisanale parvient à être raffinée sur le territoire national à travers les unités qui sont dans les pays, qui sont Marena Gold et Kankou Moussa. On note également une faible diversification de l'activité minière. Les pays disposent des potentialités dans plusieurs produits, notamment les lithium, nous avons les calcium, beaucoup d'autres ressources minières sont dans les pays, mais aujourd'hui, l'exploitation est plus centrée sur l'or. Donc, cela est dû notamment de l'insuffisance des données géologiques de base, c'est-à-dire les premières recherches qui sont effectuées par l'État, qui sont mises à la disposition des investisseurs pour les permettre vraiment de venir investir dans les pays. Il y a également une insuffisance des moyens financiers pour l'exécution des travaux d'inventaire minier et de cartographie géologique. Quelles sont les perspectives dans les domaines miniers au Mali? C'est la mise en œuvre des réformes pour surtout réformer la recherche, l'exploration et la gouvernance. Et dans ce cadre, nous avons un projet avec la Banque mondiale qui va nous permettre de faire face à cette activité. Il faut également noter qu'il y a un renforcement de la connaissance et de la cartographie du potentiel minier. Dans ce cadre, nous avons déjà la cartographie des 2 régions minières qui ont déjà été réalisées par les autorités du pays, la région ouest et la région sud. Il est également prévu la création d'une école africaine des mines dans les pays qui va permettre de mettre à la disposition des sociétés minières des ressources humaines qualifiées. Nous avons notamment les renforcements du contrôle et du suivi des sociétés minières qui va permettre de capter plus de richesses dans ce secteur. La production industrielle est estimée à 104 tonnes en 2022 et 107 tonnes en 2023. La société de recherche minière qui a été créée en Conseil des ministres, son opérationnalisation est prévue dans les prochains mois. Il y aura également les renforcements du raffinage de l'or sur le territoire national à travers l'appui de l'État aux 2 sociétés qui sont dans les pays, qui sont dans le raffinage. Et dans le cadre d'un partenariat, il est également prévu la création d'une société de raffinage. Quelles sont les perspectives économiques du pays? Elles s'annoncent déjà favorables. Le taux de croissance du pays devrait atteindre 5,1% en 2023. Et cette croissance est tirée par les efforts de l'État au secteur productif et à travers la mise en œuvre de notre plan national de développement que nous appelons CRED. Des réformes sont également prévues pour soutenir le secteur privé, la diversification de l'économie, comme l'a dit M. le directeur national adjoint. Le taux d'inflation est estimé à 2,5% en 2023. La viabilité budgétaire sera maintenue en 2023 à travers des réformes qui vont permettre d'augmenter les recouvrements des recettes fiscales, à travers notamment l'élargissement de l'assiette fiscale. Les efforts aussi seront consentis pour maîtriser les dépenses publiques à travers notamment la rationalisation des choix budgétaires. Vous avez les différents agrégats du Mali sur la période 2023-2025. Le solde budgétaire passera de moins 5,1% en 2023 pour s'établir à moins 5% en 2025. Le taux d'inflation est de 2,5% sur la période, ce qui est contenu dans la donne communautaire. Le taux de pression fiscale, le taux de pression fiscale passera de 15,1% en 2023 pour atteindre 16% en 2025. Et l'encours de la dette passera de 55% en 2023 pour s'établir à près de 54% en 2025. Ce ratio est inférieur à la norme communautaire de l'UEMOA. Je finis rapidement avec les orientations de la stratégie d'endettement. Il convient de rappeler que le Mali a mobilisé en 2022 sur le marché financier régional un montant de 785 milliards. Il est parti en bons du Trésor 94 milliards, obligations 691 milliards, dont 330 milliards par syndication. Nos orientations pour limiter un peu les risques de refinancement sur la dette publique, il convient de privilégier les emprunts intérieurs de plus longue maturité, même si on voit que les premières émissions, déjà, le marché est assez tendu pour les différents États cette année. On va continuer à intervenir de façon régulière sur les marchés
de préférence chaque 2 mercredis. Et il est prévu de réaliser des opérations de gestion des passifs, notamment les rachats de titres et les échanges de titres. En ce qui concerne le plan annuel de financement du pays, en 2023, les montants que nous cherchons à mobiliser, c'est 1 359 milliards à travers 26 émissions de titres publics, bons du Trésor 189 milliards, obligations 1170 milliards. Les remboursements en capital s'élèvent à 555 milliards. Comme vous pouvez voir, nous avons les calendriers du Mali répartis par trimestre. Premier trimestre, 245 milliards. Deuxième trimestre, 475 milliards. Troisième trimestre, 425 milliards. Quatrième trimestre, 214 milliards. Ce qui nous fait un global de 1 359 milliards. Donc nous terminons par le slogan du Mali. Soyons tous acteurs du développement du Mali en nous engageant dans un partenariat gagnant-gagnant. Merci de votre attention. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, nous voudrions, au nom de la Direction générale du Trésor, dire merci à tous les investisseurs. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre engagement, votre accompagnement pour le financement de nos économies. Nous tenons également à remercier l'agence UEMOA Titres ainsi qu'à ses collaborateurs pour le travail réussi pour cet atelier. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre collègue M. Ekadé à faire sa présentation. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, au plaisir de me retrouver devant vous après quelques années d'absence liées aux contraintes sanitaires. J'ai l'honneur de faire la présentation de l'État du Niger par rapport au thème qui est promouvoir les champions nationaux. La présentation va s'articuler autour de 5 points. Un premier point, on va donner un bref aperçu du pays pour les investisseurs qui sont dans la salle, qui ne connaissent pas la situation géographique du Niger. Après quelques chiffres sur l'évolution récente, on va se concentrer sur le thème du jour, champions nationaux à la croissance. Ensuite, quelques chiffres sur les perspectives économiques à moyen terme et ensuite terminer sur le plan de financement en faisant le focus sur le marché des titres publics. Donc, en termes de bref aperçu, vous voyez la carte du Niger, 1 267 000 km². En tout cas, nous dépassons le Mali d'au moins 17 km² quand j'ai fait le calcul. C'est le pays le plus vaste de l'UEMOA. Nous avons une situation géographique stratégique, même si nous n'avons pas de débouchés sur la mer. Nous faisons le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. En plus de cela, nous partageons également à peu près 1400 km de frontières avec la plus grande économie du continent, à savoir le Nigeria. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique en 2022, le Niger, en termes de population, c'est 25,1 millions d'habitants, avec l'un des taux de croissance les plus élevés du monde, enfin l'un des plus élevés, 3,9%. Ensuite, tous les chiffres qui vont suivre, on va les découvrir en détail dans les slides qui vont suivre. Le taux de pauvreté est estimé à 41,8%. Comme tous les autres pays de l'UEMOA aussi, nous sommes notés, notation financière internationale, avec Moody's, avec une note B3, perspective stable. Des consultations sont en cours pour acquérir une deuxième notation financière internationale avec une autre agence, autre que Moody's, en plus des initiatives faites par l'agence UEMOA Titres au niveau local. Ceci étant, pour ce qui est de l'évolution de l'économie, l'économie a été résiliente malgré les multiples chocs. J'ai cité les chocs sécuritaires, le Mali en a parlé, nous sommes presque dans la même situation. Des chocs climatiques, sanitaires, la baisse des prix des matières primaires,
Et comme si cela ne suffisait pas, la guerre russo-ukrainienne. L'économie a beaucoup résisté face au Covid-19 avec un taux de croissance de 1,4%, qui a été en tout cas supérieur à beaucoup de pays de la région. Nous avons des échanges très très limités comparativement aux autres pays de l'UEMOA avec la Russie et l'Ukraine. Une étude récente, en tout cas conduite en juin 2022, a relevé un volume en termes d'importation de 0,8% avec la Russie et l'Ukraine 0,1%. Donc les deux réunis, c'est moins d'1%. Je pense que ça va pour nous. L'appartenance à l'UEMOA, c'est un atout, nous en sommes conscients. La solidarité économique doit davantage se renforcer et se consolider. Le Niger constitue pour le moment un hub de stabilité, en tout cas institutionnel, favorable aux investissements. La croissance économique, le graphique en dessous en vert, comparé à la moyenne de l'Afrique subsaharienne en rouge, peut se présenter sous 3 phases. Une première phase marquée par une baisse entre 2020 et 2021, due consécutivement à la crise de Covid-19 et les déficits de la campagne agricole de 2021. Mais nous pensons que, selon les estimations, cette croissance va évoluer progressivement, une évolution lente et progressive, pour atteindre un pic en 2024, une croissance à 10 chiffres, grâce au potentiel d'exportation des hydrocarbures. Puis une dernière phase, au cours de laquelle la croissance va se consolider autour d'une moyenne de 6,1% selon nos estimations sur la période 2025-2027. Quelques chiffres clés de la loi de finances 2023 qui est orientée sur les PDS dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, la stratégie de réforme de gestion des finances publiques 2021-2025 devrait permettre d'améliorer la mobilisation des recettes publiques à travers plusieurs objectifs clés. Nous avons d'un côté le renforcement de la qualité et de l'efficacité de la dépense publique et de l'autre côté la mobilisation accrue des ressources internes à travers des mesures de modernisation et de digitalisation de l'économie. Nous pensons que les recettes totales vont augmenter, en tout cas autour d'une moyenne de 17,8% entre 2023 et 2027. Le budget met également l'accent sur les dépenses sociales, 21% du budget pour la loi de finances 2023, qui seront consacrés à l'éducation et les infrastructures scolaires. Le graphique en rouge en dessous nous donne l'allure du déficit public, qui, quand vous regardez, il s'est creusé entre 2020 et 2022, mais nous pensons qu'il va diminuer progressivement pour se consolider autour d'une moyenne de 3% pour la période 2020-2025 grâce à la consolidation fiscale qui est traduite par le graphique à côté en vert, qui sera marquée par une mobilisation accrue des recettes publiques et surtout une rationalisation des dépenses publiques. L'inflation, tous les pays en ont parlé, elle a été très élevée pour l'année 2021. Pour ce qui nous concerne, elle a atteint 3,8% en moyenne, comparé à 2020 où elle était de 2,9%. Alors, l'appartenance à l'UEMOA, je disais que c'est un atout. Ça a permis de conserver un niveau d'inflation inférieur, en tout cas à la moyenne régionale, qui a été estimée à 11,1% en 2021. Le niveau d'endettement du secteur public est contenu à 56,5% en 2022 selon nos projections, contre 51,2% en 2021 et 45% en 2020. Donc toujours en dessous de la norme communautaire de 70%. Nous pensons que le niveau d'endettement devrait décroître dans les prochaines années, soutenu par les efforts de consolidation fiscale dont je parlais tantôt, pour atteindre 53,9% en 2024. Climat des affaires, les autorités visent à renforcer la résilience de l'économie en renforçant son environnement, l'environnement des affaires. Le rapport Doing Business nous a classé 132e sur 190. Nous avons gagné 42 points entre 2011 et 2020. Le PDS, c'est une déclinaison quinquennale de la stratégie de développement
durable Niger 2035, la deuxième série après celle de 2017-2020, où cette série, nous avons 3 axes au lieu de 5 précédemment, où vous avez un certain nombre de projets en dessous de chaque axe. L'information ici, pour le moment, c'est de dire, lors de la table ronde que nous avons organisée en début décembre, 5 au 7 décembre, nous avons pu mobiliser 45 milliards en termes d'intention pour des besoins estimés à 29,6 milliards, soit 150%. Comme les présentations seront partagées, je vous inviterai de parcourir minutieusement les projets et programmes en dessous de chaque axe. Les champions nationaux, je vais continuer avec le PDS, où nous avons un portefeuille de projets de 300, au nombre de 327. Nous avons fait un effort à la veille de la table ronde de Paris, de faire des études de visibilité pour 13 projets prioritaires que nous avons publiés sur le site du ministère du Plan. Je vous inviterai vraiment à visiter le site pour voir les études de faisabilité. Le Niger, c'était ou bien un grand producteur de l'uranium, le 5e en tout cas dans les années 80, même si la situation n'est pas la même aujourd'hui. En 2021, en tout cas, nous avons pu exporter 2203 tonnes contre 2904 tonnes en 2020, en lien donc avec la fermeture d'un site qu'on appelle la Cominac. La Cominac à elle seule faisait à l'époque 800 tonnes par an. En valeur, cela correspond à 104,9 milliards que nous avons engrangés contre 145 l'année précédente, en 2021. En 2020. Pour renforcer la filière, en tout cas, le pays a lancé quelques projets. Je vais citer 2. Il y a la mise en exploitation de la mine de Madoila avec le Canadien Govex en 2022, avec une production au démarrage de 1400 tonnes par an. Un autre Canadien nous accompagne dans ce secteur, Global Atomic, avec la société minière de Dassa, pour un coût global de 121 milliards, qui a démarré ses travaux en août 2022, et nous pensons qu'elle sera opérationnelle aux environs de 2025 et va générer à peu près 154 milliards par an. L'or, nous n'avons pas le niveau du Mali, mais nous avons quand même de l'or aussi chez nous. La production de l'or artisanal et industriel, les deux réunis, en 2021. Là, le Mali parle de tonnes, mais nous, ici, on va parler de kilogrammes. 461,4 kg en 2021 contre 151,6 kg en 2020. Ce qui nous a rapporté 43,6 milliards en 2021 contre 41,7 milliards en 2020. Pour valoriser les filières, ça c'est important, nous avons l'implantation et l'opérationnalisation de 3 sociétés de raffinage d'or, ce qui va nous permettre surtout d'améliorer les statistiques dans ce secteur, qui est surtout prédominé par les exploitations minières artisanales. Le ciment, nous avons un privé nigérien 100% qui marche très bien, la cimenterie de Malbaza, avec 650 000 tonnes par an, 347 emplois à Manana, qui a beaucoup contribué à la rigueur et à la vitalité du secteur secondaire. Ceci sera renforcé par la création d'une autre cimenterie d'un coût global de 160 milliards qui devrait produire 1 million de tonnes de ciment par an et avec une création de 300 emplois permanents. Les travaux ont été lancés en 2020 et nous pensons que la centrale sera opérationnelle d'ici fin 2023. L'énergie, c'est important dans l'économie. Pour relever les défis, nous avons mis en place plusieurs projets. Alors la bonne nouvelle, déjà, nous avons mis en service la centrale thermique de 22 MW. C'était le 28 décembre 2022, juste à la veille de notre arrivée ici, pour une production de 22 MW contre des besoins estimés à 19 MW. Dans le courant du premier semestre, plus précisément en avril, vous êtes invité à Niamey pour la mise en service de la centrale photovoltaïque de Gorubanda à quelques encablures de Niamey pour une capacité de 30 MW.
Les taux d'exécution est à ce jour, en tout cas quand nous avons préparé cette présentation, à 50%. Certainement, ça a beaucoup évolué entre-temps. Il sera procédé en début 2024 à la mise en service de la centrale hybride solaire plus diesel d'une capacité de 100 MW pour alimenter les zones industrielles nord. Les travaux de génie civil ayant déjà commencé, les taux d'exécution est ressorti à 67,5% à ce jour. Alors, l'autre espoir pour le Niger et les Nigériens, c'est le barrage de Kandaji, un vieux espoir qui devrait accroître la sécurité énergétique du pays. Nous pensons qu'il sera opérationnel d'ici fin 2024 pour une production estimée au démarrage à 130 MW. Le taux d'exécution est ressorti très faible à ce jour, en tout cas selon le ministère de l'Énergie, 24%. L'autre fait important, toujours pour le barrage, c'est l'irrigation, 45 000 hectares, dont nous pensons que ça va beaucoup contribuer à renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie des populations. La construction du charbon aussi, nous avons, en plus de ce qui est fait actuellement, une autre cimenterie qui sera opérationnelle d'ici fin 2025 et nous pensons qu'elle va accroître la production jusqu'à 246 880 tonnes en 2020 qui ont été produits. Le pipeline, alors là, permettez-moi de prendre quelques temps parce que c'est vraiment notre plus grand espoir qui ressort dans toutes les projections que nous faisons. D'abord, le Niger est producteur du pétrole depuis 2011 avec une capacité de 20 000 barils jour qui sont raffinés sur place à travers la société de raffinage des Indes. Les exportations vers les pays voisins nous ont généré 130 milliards en 2021. C'est essentiellement vers le Mali, le Burkina, le Bénin et le Nigeria, contre 105,3 milliards en 2020. Alors, sur les 20 000 barils jour qui sont raffinés sur place, il y a 7 qui sont utilisés pour la consommation intérieure et les 13 000 barils jour sont exportés. Le projet de pipeline, c'est l'un des plus longs d'Afrique, à peu près 2000 km, avec 1250 km au Niger et le reste au Bénin. C'est vraiment un oléoduc trop long. Il est prévu 8 stations de pompage, donc 5 au Niger et 3 au Bénin. Nos amis béninois qui sont dans la salle sont en train déjà de faire des calculs parce qu'ils ont beaucoup à gagner. C'est sûr. Les travaux ont commencé en 2019. Le projet est confié à West African Pipeline Company, WAPCO, une filiale de la CNPC, une société chinoise. Le taux de réalisation du projet est ressorti à 68,5% à la date. Et le potentiel de production atteindra 110 000 barils jour pour un début, donc 90 000 qui seront destinés à l'exportation. Les autorités pensent qu'on peut atteindre 200 000 barils jour à l'horizon 2026. C'est l'évolution sur le graphique que vous avez en rouge. À moyen terme, là je vais rapidement parce que c'est les mêmes chiffres que j'évoquais tantôt. Les perspectives 2022 restent favorables avec une accélération attendue de la croissance. Celle-ci devrait continuer à se stabiliser en 2023, passant de 7,1% en 2022 à 7%, après avoir ralenti à 1,4% en 2021. La croissance sera soutenue par les investissements dans les grands projets, notamment pétroliers, les infrastructures économiques ainsi que le secteur agricole. La croissance à moyen terme devrait fortement s'accélérer avec le démarrage de l'exportation du pétrole brut et le maintien de la vigueur de l'investissement. D'autres citent la découverte d'importantes réserves avec l'aide des Algériens, notamment sur 2 sites, à savoir Bilma et Kafra, et le projet de construction d'un gazoduc pour alimenter l'Europe en gaz et qui va transiter par le Niger renforce davantage la solidité de nos perspectives.
Le graphique en dessous, je l'ai lu ça bien avant, donc je passe dessus pour aller sur le plan de financement. Le besoin de financement en 2023 est évalué selon la stratégie. Excusez. Voilà. Le plan de financement 2023, selon la stratégie de dette à moyen terme, est ressorti à 1260,7 milliards, qui seront répartis, dont 960 milliards sur le marché de l'IMOA. Sur les 960 milliards, il sera mobilisé 490 milliards d'obligations du Trésor. Alors, la bonne nouvelle pour les SGI qui sont dans la salle, c'est que sur les 490 milliards, il sera 130 milliards en termes de syndication. C'est une très bonne nouvelle parce que déjà, il y a ceux qui ont eu la fuite, ils ont pris nos cartes de visite déjà. Voilà. Donc, c'est quelques cibles stratégiques, hein, selon toujours nos stratégies. Quand vous regardez ce tableau à gauche, à gauche, vous voyez que la part de dette arrivant à échéance dans un an, la cible normalement doit être inférieure à 10%. Nous sommes à 14% à fin décembre 2021. Mais nous pensons que grâce aux efforts de consolidation budgétaire, elle sera autour de 7,8% d'ici le 31 décembre 2025. La durée de vie moyenne du portefeuille, nous sommes à 9 ans. Voilà. Et la part de la dette libérée en devises hors euro, nous sommes à 23,8%. Par ailleurs, le gouvernement poursuit les discussions avec le Fonds monétaire international dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers la consolidation des réformes institutionnelles. Alors, pour terminer, il est également envisagé de poursuivre en 2023 des actions et mesures pour soutenir la présence du Niger sur le marché sous-régional des titres publics. À ce propos, nous envisageons des rencontres d'échange qui vont beaucoup se renforcer avec nos SVT. Des programmes de rachat ou d'échange sont programmés. Également, des roadshows dans la sous-région sont programmés. Voilà donc, monsieur le modérateur, en quintessence, quelques mots que j'ai à échanger avec l'assistance. Merci beaucoup. Merci Ekade. Je ne sais pas s'il y a des compléments au niveau de la délégation du Niger. C'est bon? Déjà, merci pour ces présentations, donc, ce qui nous permet de basculer au deuxième temps de notre session, donc le panel d'échange. Merci pour ces présentations qui nous ont permis d'avoir une vision sur la dynamique globale des pays, sur le comportement des agrégats économiques, sur les perspectives également à court, moyen terme, avec un clin d'œil sur ce qui est en train de se faire en termes de projets stratégiques et également en termes d'initiatives qui est attrait au secteur privé. Ma première question, en tout cas, que j'ai envie de vous poser, après avoir vu les présentations, c'est on sait qu'en fait, en tout cas sur la base des retours d'expérience et des benchmarks, que les champions nationaux, dans la plupart des pays, requièrent un coup de pouce, il y a parfois même plus qu'un coup de pouce de l'État. Donc, un accompagnement de l'État, des mesures assez ciblées, assez précises pour pouvoir en fait créer les conditions d'émergence de ces champions. On sait que dans la présentation, il y a du potentiel, on a vu les secteurs clés, on a vu en fait certaines réformes en cours, mais est-ce que vous pouvez revenir pour nous présenter de façon beaucoup plus détaillée les réformes ou les mesures d'accompagnement qui sont soit adoptées actuellement ou bien en phase d'être adoptées pour pouvoir permettre justement l'éclosion de ces champions nationaux, en particulier dans les secteurs clés qu'on a vus dans les présentations. On va commencer peut-être par le Mali. Monsieur le DG. Merci, M. Nin. Je pense que le secteur clé que nous avons présenté dans notre présentation, c'est vraiment le secteur minier. Et les mesures actuellement prises par l'État pour faire en sorte que les champions nationaux puissent émerger et puissent s'y maintenir, c'est que l'État du Mali, depuis les premières heures de l'indépendance, a pris un certain nombre de dispositions à travers un code minier qui, au départ, était basé sur l'implication de l'État en tant qu'acteur, en tant qu'entreprise de recherche, d'exploitation. Bien évidemment, on a eu en ce moment l'accompagnement de l'Union soviétique, puisque à
titre de rappel, le Mali était une économie planifiée. Donc l'État jouait un grand rôle dans ce secteur. Au fil du temps, actuellement, il y a une grande libéralisation du secteur. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, qui ont fait qu'actuellement, il y a une dizaine de mines qui sont en exploitation au Mali, et avec bien évidemment des entreprises des multinationales et une faible implication des privés maliens. Mais la dernière innovation qu'on a faite dans le dernier code minier, c'est qu'on a ouvert un peu une fenêtre pour faire en sorte que les exploitants de petit calibre puissent s'installer dans le domaine. Donc les moyennes mines ont pu quand même avoir le jour. Actuellement, il y a une vingtaine de permis de recherche qui ont été donnés par l'État à des exploitants privés maliens. Donc ce qui fait que déjà on a créé une dynamique d'accompagnement, ne serait-ce qu'à travers l'environnement juridique de cette question. Il y a aussi en 2019, on a eu ce qu'on appelle la politique nationale de développement minier et pétrolier, ce qui a donné une dynamique en termes de compétitivité, d'attractivité aussi sur ce secteur, pour faire en sorte que les champions nationaux puissent avoir l'accompagnement nécessaire de s'installer. Il l'a dit dans son exposé, on a actuellement des difficultés de raffinage de l'exploitation d'or qui est faite au Mali. Donc à ce niveau aussi, l'État a favorisé, à travers en tout cas les dispositifs juridiques, l'émergence de certains privés qui ont pu s'installer. Même tout dernièrement, il le disait, il y a une société de raffinage, Marina Gold, qui va en fait raffiner une grande partie de l'or qui peut se trouver dans le domaine artisanal pour le moment, parce que là, en termes de raffinage, il y a des normes à respecter. Je pense que la deuxième étape va être un peu ça. L'État accompagnera, parce que cette société qui est privée a signé un accord avec la direction de l'État, la Direction nationale de la géologie et des mines, pour un certain nombre d'accompagnements dans ce domaine-là. Donc, pour me résumer sur la question, c'est que l'État a compris qu'il faut accélérer l'implication des champions nationaux dans ces secteurs, puisque l'État veut en faire un moteur de croissance substantiellement. Donc cela va bien évidemment avec une ouverture et un accompagnement aussi, même en termes de fonds. Il a dit dans l'exposé, il y a un fonds de recherche minière, mais au-delà de ce fonds, on a réfléchi, on s'est dit aujourd'hui avec les collectivités locales, et il y a une marge à gagner, de faire en sorte qu'on puisse avoir un fonds aussi à ce niveau pour le développement des petites mines, puisqu'ils sont plus proches des collectivités. Donc ce fonds viendra en soutien un peu en appuyant ces petites moyennes mines. Il y a aussi un fonds pour l'environnement, parce qu'on a vu ces dernières années cette question qui est une question fondamentale. Puisqu'on veut favoriser l'implication des nationaux, il fallait mettre un dispositif aussi d'accompagnement sur cette question environnementale. Voilà succinctement un certain nombre de mesures qui sont prises pour créer les cadres d'implication de champions nationaux dans ce secteur aussi stratégique pour le pays. Merci bien. Peut-être je poserai également la même question au Niger, parce que chaque pays a ses spécificités, a son approche. Les secteurs clés ne sont pas les mêmes, donc coton et or pour le Mali, et uranium, pétrole pour le Niger. Okay. Quelles sont les mesures d'accompagnement, les réformes qui sont aujourd'hui mises en place ou déployées pour pouvoir permettre justement l'éclosion de ces champions nationaux nigériens? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer, comme ça les collègues vont me compléter. Les réformes, il y en a eu plusieurs. Sans être exhaustif, je veux commencer à citer le Haut Conseil à l'investissement, qui est un organe qui a été créé depuis 2015 pour booster le secteur privé. Et le fait que cet organe est logé à la présidence de la République du Niger
en tout cas, marque une volonté très forte des hautes autorités du pays à accompagner le secteur privé et à faire du secteur privé le moteur de la croissance. L'autre réforme aussi, nos économies sont dominées pour plus de 70% par le secteur informel. Nous avons, à ce niveau-là, nous menons des actions, des offensives pour réduire cette taille en créant des mécanismes d'incitation pour faire en sorte que certaines entreprises du secteur formel soient tenues par l'appât pour revenir dans le secteur formel. Un exemple, par exemple, nous avons supprimé le capital minimum requis pour former une entreprise. Ça, c'est une réforme que nous avons faite dans le secteur. Il y a aussi la création de la maison de l'entreprise avec donc l'accompagnement ou l'aide de la Banque mondiale que je salue au passage, qui est un organe de coaching pour les entreprises, en tout cas pour tout ce qui est besoin d'information et de formation. Il a été créé également des centres de gestion agréés pour aider les services d'appui aux entreprises. Alors, il y a également depuis 2021, en tout cas fin 2021, on a créé un cadre de dialogue public-privé présidé par le Premier ministre, qui est en tout cas une tribune où le secteur privé est invité à prendre la parole, évoquer les sujets qui fâchent et ensemble voir quelles sont les réformes qu'on peut mettre en œuvre ensemble pour solutionner le problème. Les PMI n'ont pas été oubliés. Il a été créé au sein du ministère des Finances le FONAP, le Fonds d'appui aux PMI, qui accompagne les PMI pour tout ce qui est besoin d'accompagnement technique et managérial, et surtout l'accès au financement à travers la mobilisation des garanties. Je vais citer également la stratégie nationale de finances inclusives, qui est opérationnelle au Niger depuis 2019. L'économie digitale aussi n'a pas été oubliée. Nous menons également des offensives dans ce sens-là pour promouvoir l'économie numérique. Voilà donc de manière ramassée ce que je peux dire, sans être exhaustive, les réformes qui sont en cours et qui sont opérationnelles actuellement pour booster le secteur privé. Je ne sais pas si les collègues, je vais leur laisser la parole pour mettre aussi quelque chose. Merci bien. Maintenant, souvent, quand on parle des secteurs miniers, on parle de l'or, du pétrole, de l'uranium, on pense souvent à des multinationales. Parce que c'est des secteurs qui sont très intensifs en capitaux requis, qui demandent un savoir-faire sur plusieurs décennies. Aujourd'hui, comment vous voyez la cohabitation entre ces champions nationaux que vous voulez créer, qui sont en devenir, et ces multinationales dont vous avez besoin justement pour pouvoir être en fait opérées selon les meilleurs standards au niveau mondial? C'est une question assez intéressante parce que il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire d'abord sur les questions de gouvernance. Parce que si ces champions nationaux que nous souhaitons mettre en place ne sont pas dans une dynamique de gouvernance d'entreprise adaptée à un certain nombre de normes, de savoir-faire, ça peut être un défi. Donc je pense à ce niveau, le Mali a réfléchi déjà dans le cadre de sa politique minière aussi, en créant une école des mines, on a dit dans la présentation, pour faire en sorte que les entreprises puissent avoir à disposition une main-d'œuvre qualifiée, adaptée à l'environnement malien. Donc cette école est une initiative de l'État pour accompagner la politique volontariste en matière de promotion dans ce secteur. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel ces champions nationaux pourront, à un cours à venir, se baser pour pouvoir se donner une certaine dimension. L'autre aspect, c'est surtout l'adaptation à l'évolution rapide de l'environnement. C'est des domaines assez compétitifs. Donc les champions nationaux n'auront plus le choix. Il faut qu'ils s'adaptent à l'évolution rapide de l'environnement. Les questions de financement qui sont assez importantes, il faut qu'ils s'adaptent à ces critères, à ces contraintes qui sont posées sur les recherches de financement de ces activités. Cela va nécessiter bien évidemment l'accompagnement de l'État. C'est pourquoi il y a l'initiative de mettre des fonds pour les accompagner sur ces volets actuellement. Maintenant, l'autre aspect, c'est que ces champions nationaux
à un moment donné, seront appelés à faire de la synergie pour se donner plus de dimension face à une certaine compétition. Donc cela aussi va nécessiter leur préparation pour quand même pouvoir faire cette synergie dans le bénéfice de l'État et aussi de leur croissance à leur niveau. Puisqu'il faut le dire, si ces champions nationaux arrivent à avoir une certaine dimension, c'est une bonne chose pour l'État. Parce qu'en évaluant, on voit qu'il y a beaucoup de plaintes. Le secteur des mines dont je parle présentement, on a souvent coutume d'entendre que l'or malien ne brille pas pour les Maliens. Donc ça, c'est vraiment une problématique posée à laquelle on doit trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, toutes les politiques que nous mettons en place doivent s'adapter à la perception des populations, à leur épanouissement, à leur bien-être. Donc ça, c'est une problématique. Je pense que tous les efforts qui sont faits pour accompagner les champions nationaux va aussi résoudre un peu ce problème. Il y a une année, on a fait les assises nationales de la refondation. Les Maliens, dans leur écrasante majorité, ont demandé à ce que l'État revienne, alors que la politique de l'État, c'est le désengagement progressif. Parce qu'il n'y avait pas une grande visibilité sur tout ce qui s'est fait dans ce secteur-là. Donc ça laisse la porte ouverte aux champions nationaux, une grande marge de progression sur ces domaines-là. Et comme je l'ai dit, qui sont assez complexes comme domaine et qui sont très compétitifs. Donc voilà un peu succinctement ce que je peux dire un peu dans la cohabitation entre les champions nationaux. Mais avant de terminer, en fait, ça ne doit pas être un peu un conflit systématique en disant qu'il faut nécessairement pousser ceux qui étaient là pour mettre des champions nationaux. Je pense que c'est de façon progressive qu'ils vont se faire de la place, qui vont pouvoir émerger pour occuper la place qui est la leur. Merci. Merci. Peut-être la même question pour le Niger, avec justement les projets que vous avez sur le pétrole, le plus grand pipeline d'Afrique. Voilà. Quel espace pour les champions nationaux et comment la cohabitation, vous la voyez avec les multinationales? La cohabitation, c'est, comme l'a dit le collègue du Mali, la cohabitation, même entre mari et femme, c'est compliqué à gérer. Ici, à plus forte raison, ici où c'est des gros enjeux, c'est des gros intérêts qui sont mis en jeu. En fait, le problème, les multinationales, quand elles viennent, elles ont tendance à s'accaparer du tout, et elles ne veulent laisser aucune marge au secteur privé local. Donc je pense que c'est au secteur privé local de s'organiser, surtout, et surtout d'avoir des financements adéquats pour s'imposer, pour se frayer un chemin. Heureusement que l'État est là. Parfois, l'État, à travers la révision des conventions, il profite pour faire en sorte, on prend des avenants pour faire profiter le secteur privé local. Moi, je me rappelle avec le barrage de Kandaji, lors de la révision de la convention, l'État a profité pour faire profiter la cimenterie de Malbaza, le Malbaza Cement Company, à travers une convention qui a été signée avec les Chinois qui ont le contrat, pour que dans tout ce qui est travaux de génie civil, c'est le ciment de ce privé local-là qui sera utilisé de bout en bout. Donc je pense que c'est des initiatives comme ça, bon, elles ne se présentent pas tous les temps, malheureusement. Voilà en fait, de manière ramassée, ce que j'ai à dire par rapport à la cohabitation. Je sais que ce n'est pas une promenade de la santé, c'est difficile, mais il faut faire avec. Merci beaucoup, monsieur le directeur national adjoint. Je pense que, comme vous l'avez indiqué, cette question elle est très pertinente parce que ça nous donne aussi l'occasion de rassurer les investisseurs étrangers. D'abord, le secteur minier qui nous rassemble aujourd'hui est un secteur particulier. Et une chose est sûre, au Mali, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir les champions nationaux et en même temps avoir ces grandes entreprises qui vont aider l'État à exploiter tout le potentiel minier. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que les champions nationaux, vous le savez, on ne peut pas les avoir d'un seul coup.
Donc, la stratégie, elle est progressive. Et par le simple fait que les tickets d'entrée pour la création d'une société minière, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, si vous voulez exploiter tout le potentiel minier, vous êtes obligé et à la fois d'être attractif, et c'est ce que le Mali fait chaque année en faisant la promotion du secteur minier au niveau international. Mais en même temps, ce qui est important, le rôle de l'État, c'est de créer un cadre pour l'émergence des champions nationaux aux côtés de ces grandes multinationales-là. Et à la matière, ce sont les stratégies à laquelle nous déployons, notamment, faire en sorte que l'activité minière ne soit pas une activité déconnectée de l'économie. Pour que cette activité puisse attirer les autres activités, il faut que l'État puisse accompagner les champions nationaux. Parce qu'un champion national, ça commence par une petite mine. Et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans le nouveau cadre de l'État pour favoriser la diversification et le développement du secteur minier. C'est pour dire que l'émergence des champions nationaux n'est pas en contradiction avec l'attractivité du secteur minier au niveau international. Et au contraire, ce qui est important, c'est l'accompagnement de l'État. Et je pense que vos propos introductifs nous donnent beaucoup d'idées, parce que l'une des difficultés majeures, c'est l'accès au financement. Et si on ne crée pas cette opportunité pour les champions nationaux que nous voulons créer, ça va être très difficile et il pourrait être écrasé par ces grandes sociétés. C'est là où il y a vraiment un défi à relever. Avant de passer aux questions du public, une dernière question. Une dernière question qui est peut-être un peu provocatrice, c'est que cette question des champions nationaux, au fond, elle n'est pas nouvelle. Parce que les pays africains, au lendemain des indépendances, ont tous cherché à créer des champions nationaux. On sait que, voilà, et qu'avec le temps, la plupart ont périclité. Au Sénégal, on avait eu Sotiba pour le textile, on avait eu Bata qui fabriquait des chaussures. Je sais qu'au Mali, on avait des industries pour le raffinage de l'huile d'arachide. On avait également des sociétés qui fabriquaient des motos et des vélos, des bicyclettes, qui ont périclité. Au Niger, on a eu également un niveau de production d'uranium qui était beaucoup plus élevé. Je pense qu'à un moment même, le Niger était 3e ou 4e producteur mondial. Et Air Mali également. Donc, on a beaucoup d'initiatives au lendemain des indépendances avec des États volontaristes pour dire on va créer nos champions, on va contrôler notre économie, qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui fait que maintenant, avec cette nouvelle approche volontariste de l'État, ça va marcher? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la nouvelle donne des années 2020 par rapport aux années 60? Mais c'est fondamental. Ce qui a changé, c'est que le contexte n'est plus le même. Vous l'avez dit en posant la question, déjà en 5-8 ans d'indépendance, le Mali avait au moins une industrie dans tous les secteurs clés de l'économie. Mais c'était des industries qui étaient pilotées par l'État. Air Mali, vous l'avez dit, c'était une compagnie aérienne malienne qui déjà en 1963 assurait des vols réguliers en Afrique et dans le monde. Et il y a la question minière dont nous parlons actuellement, il y avait Sonarem, la société malienne de recherche et d'exploitation minière, qui a aussi vu le jour. Je peux en citer une cinquantaine. Mais le contexte était que l'économie était trop planifiée, les financements pour faire émerger ces sociétés jusqu'à un certain niveau de compétitivité, même sous-régional, étaient quasiment difficiles pour nos États. Mais l'aspect gestion managériale aussi, il faut le dire, parce qu'à l'époque, les sociétés d'État ont péché par la gestion chaotique à un moment donné, qui s'est installée, l'État n'a pas pu mettre tout ce qu'il faut pour donner un peu la compétitivité à ces entreprises. On ne va pas citer tous les facteurs, mais la question, là où elle est importante, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine... la mondialisation aide un peu, même ces champions nationaux, à faire du benchmark, à s'inspirer. Ça, c'est déjà une ouverture sur les nouvelles méthodes de gestion qui peuvent exister, mais aussi la digitalisation et tout ce qui s'ensuit
constituent des atouts aujourd'hui qui peuvent faire en sorte que ces entreprises pourront rapidement se maintenir et faire en sorte qu'on tire les leçons du passé. Parce que ce n'est pas les mêmes acteurs. Ce que je viens de dire, c'est l'État qui était là, avec tout ce que ça peut comporter comme force et faiblesse. Mais cette fois-ci, quand c'est le privé qui s'installe, le privé, que ce soit la recherche de financement, que ce soit l'exploitation, est suivi par l'État, parce que l'État aussi, en retour, veut tirer profit à travers la fiscalité qui va lui apporter des ressources. Donc je pense que les acteurs sont suffisamment maintenant mieux aguerris pour qu'on puisse faire un nouveau challenge à faire des nouveaux champions nationaux pour nos économies. Donc, moins de pilotage centralisé, plus d'implication du secteur privé. Pour le Niger, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la nouvelle donne? C'est vrai, qu'est-ce qui a changé dans les années 60-70? Moi, je n'étais pas né. Hein. Mais quand j'ai pris les livres d'histoire, qui connaît le Niger en cette période-là? Le Niger était un grand producteur d'arachide, un grand exportateur d'huile et de tourteaux. On avait beaucoup d'industries, en tout cas un tissu industriel riche en 1988 de 78 industries, 78 unités industrielles. Ce sont la Société nigérienne d'arachide, la Société nigérienne de Texas, tout ça là c'est de la livre d'histoire. Hein. La Soniceram, la Société nigérienne de céramique, etc., etc. Nos aînés qui sont dans la salle, ils en connaissent beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, à l'époque, quand j'ai lu les livres d'histoire, c'est que, même à l'époque, on avait créé un système financier spécifique pour accompagner ces unités industrielles. Actuellement, quand vous partez à Niamey, vous allez trouver le bâtiment, la BDRN, Banque de développement de la République du Niger. Hein. Nous, c'est le bâtiment qu'on a trouvé. Il y a également le Crédit du Niger. On a également parlé de caisses de prêts aux collectivités territoriales. Mais hélas, dans la décennie 80-90, avec les programmes d'ajustement structurel que la Banque mondiale nous a imposés, avec les lots de privatisation qui, malheureusement, je pensais, ont été mal gérés. En tout cas, c'est dans les livres d'histoire. On a dit que ça a été mal géré. Ces unités industrielles ont fermé l'une après l'autre. Elles ont fermé l'une après l'autre, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous ne trouvez que des bâtiments. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas se cramponner dans le passé, on va continuer, nous, de l'avant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'État veut bâtir une économie très forte, une croissance forte, en se basant sur le secteur privé. En fait, c'est ça qui est important et c'est ça que nous devons construire ensemble. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci bien, c'est très, très enrichissant. On va passer aux questions du public. On a le temps de prendre peut-être 2 à 3 questions par rapport au thème. Donc, il y a Madame là-bas. Si vous pouvez vous présenter peut-être juste avant. Merci, Shaida Kone, Standard Chartered Bank. Merci. Merci aux panélistes pour les présentations qui ont été vraiment très édifiantes. Alors, j'ai 2 ou 3 questions. D'abord à M. Ying. Je voulais savoir, Babacar, donc sur le fonds 6 qui a été présenté, d'abord, quelle est la performance des fonds? Comment se comportent les fonds au jour d'aujourd'hui? Et ensuite, quels sont les critères de participation et d'adhésion aux fonds qui ont été mis en place par le fonds 6? Ensuite, aux panélistes sur le Niger et sur le Mali, je voulais savoir quels sont les critères et les mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer de la bonne performance de ces champions nationaux. C'est-à-dire que par rapport aux avantages qui leur sont accordés, comment est-ce que vous mesurez la performance? Ensuite, comment est-ce qu'on évite, en créant des champions nationaux, des monopolies? Parce qu'on entend que dans plusieurs des pays, il y a une société de ça, une société de ça. Donc comment est-ce qu'on fait? Je pense que le monsieur du Mali a touché un peu la question pour pouvoir encourager les autres et faciliter, lever les barrières d'entrée pour qu'on n'ait pas une seule société qui fasse le ciment, une seule société qui raffine l'or. Donc comment est-ce qu'on encourage tout le monde à rentrer pour ne pas avoir un monopole, un seul acteur sur le marché? Merci. On va prendre la deuxième question et ensuite on va répondre à toutes les questions. Je
Je pense qu'il y avait monsieur derrière. Merci. Ma question, c'est... S'il vous plaît, si vous pouvez juste vous présenter avant. Je suis François Nago, de la Caisse autonome d'amortissement du Bénin. Ma question, c'est de savoir, par rapport au cadre de collaboration entre les multinationales et nos champions nationaux, qu'est-ce qui empêche justement de mettre ce cadre de collaboration à travers nos lois nationales, notamment le code de marché public. Nous avons des codes de marché public dans nos pays. Pourquoi on ne peut pas déjà, à travers ces codes-là, prévoit des règles en matière d'appel d'offres internationaux de façon à ce que toute multinationale qui doit prendre un marché public ou exécuter un projet dans nos pays le fasse forcément en collaboration avec des entreprises nationales, comme ça se fait dans certains pays développés. Nous savons que ce type de système existe par exemple en Chine. Mais pourquoi dans nos pays, depuis toutes ces années, nous n'arrivons pas à implémenter ce système-là qui pourrait quand même permettre à nos champions nationaux d'émerger aussi? Merci. On va commencer déjà par les réponses des panélistes et je répondrai après pour la question sur les performances des fonds. Donc peut-être la première question de Madame de Standard Chartered sur comment évoluer les performances des champions, ces champions nationaux, étant entendu que l'État leur donne beaucoup de choses. Je ne sais pas qui veut se jeter à l'eau en premier. Bon, je vais me jeter à l'eau, en espérant qu'on aura les champions nationaux bientôt. Maintenant, ce qui est important, effectivement, le cadre qui est mis en place prévoit un mécanisme de suivi et d'évaluation. Parce que, comme on l'a dit, l'État se désengage pour laisser la place au secteur privé. Maintenant, dans le cadre de ce désengagement-là, l'État a pris un certain nombre d'engagements en termes d'accompagnement de ces acteurs-là. Et la politique nationale de développement du secteur minier qui a été exposée tout à l'heure a un plan d'action où les différentes actions sont prévues, les moyens de financement sont prévus et le mécanisme d'évaluation est prévu. Donc je pense que ce cadre institutionnel qui est en place va permettre de suivre non seulement l'atteinte des objectifs, mais en même temps de s'assurer qu'on n'est pas en train d'accompagner, bon, je ne dirais pas le contraire des champions nationaux, mais en tout cas des entreprises qui ne vont pas être très contributrices à la croissance. Ça, c'est un élément qui est important. Concernant la deuxième question, là, éviter de créer le monopole. Alors, ce risque existait quand l'État était au centre, parce qu'à la matière, l'État se donne un certain nombre de prérogatives souvent exorbitantes, mais du moment où la vision, en tout cas au Mali, qui a été retenue, c'est de faire du secteur privé le moteur de la croissance, notamment le moteur de développement du secteur minier. Dans ce cadre-là, l'État est un peu en retrait, donc il y a beaucoup plus un jeu de concurrence entre les différents acteurs. Et concernant l'ouverture, comme je l'ai tantôt souligné, le potentiel minier, par exemple au Mali, avec les nationaux, c'est très difficile d'exploiter ça de façon efficace. On a besoin des investisseurs étrangers et à côté de ces investisseurs-là, que l'État fasse en sorte que puissent émerger petit à petit les champions nationaux. Je pense que je peux continuer. Voilà quelques éléments, peut-être je peux être complété par Moussa, M. Traoré, en ce qui concerne effectivement la création d'un cadre qui va permettre à l'État de créer la cohabitation, je vais dire, pacifique entre les entreprises multinationales et les initiatives locales. Et je peux dire que c'est le cas au niveau du Mali. Le programme national que nous avons présenté, sinon le code minier,
prévoir même des engagements pour les sociétés multinationales. Par exemple, à un certain niveau d'activité, elles sont obligées, les sociétés minières, d'avoir au minimum 30% par exemple, de contenu local. Ça, c'est de 1. De 2, dans sa présentation, il a fait cas d'une politique de valorisation de la sous-traitance. Donc aujourd'hui, on accompagne les entreprises locales pour qu'elles puissent bénéficier de la sous-traitance d'un certain nombre d'activités des sociétés minières. Je pense que ce cadre-là est en place et effectivement, on peut toujours l'approfondir et l'améliorer. Voilà ce que je peux ajouter sur ce point. Des compléments? Je vais un peu résumer sa réponse, moi, de ma manière. En fait, la cohabitation est obligatoire. Elle est nécessaire aussi. Maintenant, on ne peut pas tout régler dans les textes. On peut prendre des codes de marché, on peut faire beaucoup de choses. C'est une très bonne chose, je suis d'accord qu'il faut mettre ces dispositifs. Mais il faut aussi parfois laisser le marché s'autoréguler sur certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, bien même avant les codes, il y a certaines multinationales qui ont sous-traité une grande partie de leur activité, soit les transports, soit beaucoup d'autres choses, les questions de sécurité, à des sociétés nationales déjà, qui aujourd'hui, avec tous ces marchés, ont pu se faire une certaine renommée dans ce secteur. Donc toutes les autres sociétés qui viennent s'installer se disent qu'ils ont déjà développé une expertise et ils commencent déjà à se positionner sur ces segments de marché. Donc les deux peuvent être utilisés pour faire avancer ce que nous voulons faire. Merci. Au niveau du Niger, voilà. Merci beaucoup. Je vais aborder dans le même sens pour les deux questions qui, à mon avis, se recoupent. Pour dire qu'il faut qu'on sache ce que nous voulons. Parce que nous avons des potentiels dans le domaine minier, dans le domaine des hydrocarbures, etc., etc. Mais dont nous n'avons pas de ressources pour l'exploiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout un arsenal juridique comme le code minier, le code périturé, le code des marchés publics, etc., etc., qui encadrent les activités dans les différents secteurs que j'ai cités. Mais si, dans ces codes-là, nous imposons noir sur blanc que, obligatoirement, la multinationale qui va venir avec son investissement, travailler avec le privé local, on risque d'avoir un problème. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons passer par des astuces comme nous le faisons actuellement. Dès qu'il y a une occasion de réviser une convention, nous faisons en sorte que nous imposons le privé local. C'est des astuces qui peuvent marcher pour le moment, parce que pour le moment, nous avons besoin de capitaux. Tout à l'heure, quand j'ai fait la présentation, j'ai dit que le PDS, c'est 327 projets qui ont été identifiés, mais pour lesquels nous n'avons aucun capital pour leur exploitation. Nous sommes partis loin. Pour inciter la manifestation des investissements, nous avons ciblé 13 projets prioritaires à haut impact sur la croissance pour lesquels nous avons réalisé des études de faisabilité. Une manière de dire, bon, écoutez, il y a au moins quelque chose que l'État a fait pour vous inciter à venir le plus vite possible. Voilà, en fait, c'est des initiatives, c'est des réflexions comme ça qui sont en cours, mais peut-être plus tard, on pourrait envisager ces genres de dispositions. Mais pour le moment, maintenant, personnellement, c'est mon avis personnel, je suis sceptique. Voilà ce que j'ai à ajouter par rapport à ce qui est. Merci bien. Pour la première question sur la performance des fonds, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fonds en durée d'investissement assez long. Donc souvent, il y a 7 ans d'investissement, 7 ans de désinvestissement. Donc pour avoir la performance réelle, il faut boucler le fonds sur les 2 périodes pour savoir réellement ce qui a été fait. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est des objectifs de performance. Donc si on prend le fonds 6, par exemple, qui investit dans les grands projets privés et les PPP, l'objectif de rentabilité est de 12%, alors que les fonds purement privés cherchent 20%. Donc 12% parce qu'on est un fonds souverain, parce que voilà, on a en fait cette mission de développement, etc. Et également, on a des exemples. Aujourd'hui, le fonds 6 avait fait, par exemple, une sortie d'investissement, ce qui est d'ailleurs assez challenging en Afrique, faire des sorties. Mais maintenant, ça se fait. Sur un projet de centrale solaire, qu'on avait lancé en 2015, nous sommes sortis en 2021. Mais le taux de rentabilité que nous avons eu à la sortie est supérieur au meilleur benchmark en Afrique et dans le monde. Comment on est sorti? On est sorti sur un autre fonds étranger qui voulait s'implanter en Afrique et qui voulait racheter des actifs dans le renouvelable. Et en faisant la transaction, on a pu avoir en fait des taux records de sortie. Et aujourd'hui, c'est ça la dynamique en Afrique. C'est de sortir soit
Parce que l'Afrique est dans les radars des investisseurs, beaucoup de gens veulent s'installer, mais souvent ils veulent venir non pas commencer à zéro, mais récupérer des actifs déjà existants. Donc en général, c'est une première opportunité de sortie. La deuxième, c'est les promoteurs des projets. On n'investit jamais seul, on investit toujours avec un promoteur et on est toujours minoritaire. Et l'idée, c'est au bout de 7 ans, quand le projet est stable, le cash flow entre, le compte d'exploitation prévisionnel est solide et stabilisé. Très souvent, le promoteur avec qui vous avez monté le projet peut lui-même se retrouver en situation de vous racheter. Parce que cette fois-ci, le projet est totalement dérisqué et il est sûr de ses revenus futurs. Et la troisième opportunité de sortie, qu'on n'a pas encore fait, mais sur laquelle on travaille avec CGF Bourse, c'est les IPO, sortis sur la bourse. Il n'y a aucune raison qu'en Afrique, qu'on n'ait pas ces champions nationaux dont on parle, qui, une fois qu'ils atteignent cette taille de champion, aillent en bourse, se faire coter et fonctionnent en fait comme les sociétés et les meilleures sociétés dans le monde. Et ça permettra justement de pouvoir avoir plus de profondeur dans le marché financier et également d'avoir des success stories qui peuvent inspirer d'autres champions qui sont dans leur coin, qui font beaucoup de cash, mais qui ne cherchent pas peut-être à se formaliser davantage et aller en bourse. Voilà en fait en substance un peu comment nous gérons cette question. On m'a expliqué que la pause n'est pas encore disponible. Là, c'est bon ? C'est bon. Ah ben voilà, donc on n'a pas le temps de prendre d'autres questions. Merci pour votre attention. C'est un sujet fort passionnant. On aurait pu encore continuer pendant des heures et des heures. En tout cas, en substance, moi, ce que je retiens en tant que modérateur qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a un changement de paradigme en Afrique. Nous avons ici des hauts cadres de l'administration qui, peut-être il y a 20 ans, ne nous auraient parlé que de budget et de ratio de dette publique. Aujourd'hui, nous parlent du secteur privé, des mesures d'accompagnement, des champions nationaux. Et je pense que ça, c'est un changement de paradigme. Et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir une masse critique au niveau de nos gouvernants et de nos gouvernements, des gens qui pensent privé, des gens qui pensent champion, et que le tout pour le meilleur de l'Afrique, pour l'avènement de multinationales africaines, qui, pourquoi pas demain peut-être vont racheter des multinationales européennes ou américaines. Merci pour votre attention et bonne pause.